En l'occurrence, pour illustrer ce point-là, je suis parti d'une publication qu'on a faite avec Marion Bourget, psychologue en gérontologie au CHU de Montpellier. On a fait une publication d'un cas clinique d'une patiente qui, en fait, a été prise en charge par une TCC suite à une chute. Et cette chute, en fait, a généré des cognitions. En l'occurrence, la patiente a eu le sentiment qu'elle allait mourir. Et ces cognitions ont eu pour conséquence un ensemble de manifestations cliniques qu'on va retrouver, à savoir une tension anxieuse et des comportements d'évitement. Ici, l'hypothèse qui est derrière, c'est que ce n'est pas tant l'événement qui va provoquer les manifestations cliniques que les modifications psychologiques engendrées par l'événement. Autrement dit, la patiente, suite à cet événement, a dû faire face à des cognitions et des représentations nouvelles. En fait, derrière ce constat qui paraît extrêmement simple, en fait, il y a une question un peu plus complexe qui se pose. Autrement dit, si on postule que les phénomènes se produisent ainsi, ça veut dire quoi, démontrer l'efficacité d'une psychothérapie? Est-ce que démontrer l'efficacité d'une psychothérapie, c'est montrer l'impact positif de ce traitement sur les aspects symptomatologiques? Est-ce qu'on va réduire les comportements d'évitement? Est-ce qu'on va réussir à réduire la tension anxieuse? Ou est-ce que la cible de notre traitement, ce sont justement ces mécanismes psychologiques qu'on postule exister, en l'occurrence ici, l'émergence de cognitions? Dit de manière un peu plus formelle, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce que l'on veut estimer, c'est cet effet ici? Est-ce que l'on veut estimer cet effet ici? Ou encore plus intéressant, est-ce que l'on postule que l'objectif de nos psychothérapies, c'est de modifier nos cognitions, de modifier les idées qui émergent en nous et qui ont pour conséquence une modification au niveau symptomatologique? On va parler alors d'effets indirects. Dit autrement, est-ce que les psychothérapies ont pour objectif de cibler les symptômes ou est-ce que les psychothérapies ont pour objectif de cibler les mécanismes? Deux arguments vont soutenir mon propos. Le premier argument, c'est qu'en réfléchissant sur les techniques de modélisation qu'on peut employer, en réfléchissant sur nos analyses de données, on a peut-être une piste pour ajuster les méthodes d'analyse à la nature de nos données. Et on va voir que le simple fait de faire une mesure répétée va poser un certain nombre de problèmes. Le deuxième point de départ, c'est de montrer que les techniques de modélisation vont nous permettre également d'ajuster la manière d'analyser nos données en fonction de la nature des phénomènes que nous étudions, que l'on soit chez le sujet adulte ou chez le sujet en particulier, sur lequel j'insisterai un peu plus loin. Avant d'aller plus loin, quelques éléments de définition. Qu'est-ce qu'on entend par modélisation? En fait, si on voulait parler de manière très simple et très claire, la modélisation renvoie ni plus ni moins qu'à une simplification de la réalité, c'est-à-dire qu'on va essayer de se représenter de manière schématique les propriétés fondamentales d'un objet complexe. Alors, premier cas de figure dans lequel la modélisation pourrait nous apporter des réponses intéressantes. Le chercheur a fait son travail correctement, il a recruté un ensemble de patients, il les a répartis dans deux conditions, une condition contrôle et une condition dans laquelle les patients vont recevoir le traitement dont on veut évaluer l'efficacité. Il fait tout ça avec le hasard, mais le problème c'est que le hasard ne fait pas toujours très bien les choses. Et en l'occurrence, là, le souci que nous avons, c'est qu'au point de départ, en baseline, on constate que nos patients sont différents sur le critère de jugement d'efficacité, en l'occurrence ici, la douleur. Alors le souci que l'on va avoir ici, c'est que le fait que les groupes ne soient pas équivalents au point de départ font que cela va générer soit une surestimation de l'effet du traitement, soit une sous-estimation de l'effet du traitement. En l'occurrence ici, les patients dans le groupe traitement vont être dans cette partie-là, et en l'occurrence, ce qui peut se produire ici, c'est une sous-estimation de l'effet du traitement, c'est-à-dire que la probabilité, les chances que les patients qui sont ici présentent un déclin de l'état clinique est beaucoup plus faible que les patients qui sont ici. Alors on fait quoi? Est-ce qu'on jette nos données en postulant que le hasard n'a pas bien fait les choses? Est-ce qu'on fait un effort supplémentaire? On va passer encore plus de temps, on va dépenser encore plus d'argent pour recruter des milliers de patients? Ou est-ce que malgré tout, rien qu'avec ces données, on pourrait trouver dans la modélisation une solution pour essayer de régler le problème? Et en l'occurrence, ce qu'on voudrait faire, c'est ça.
Et si mes deux groupes de patients étaient comparables au départ, qu'est-ce qui se passerait? Et en l'occurrence, l'une des techniques qui peut être employée ici, l'une des techniques que la modélisation, une des solutions que la modélisation peut apporter, c'est tout simplement d'essayer d'ajuster l'effet du traitement et l'effet du temps sur les résultats au point de départ. Autrement dit, et si je contrôlais cette différence au point de départ, quel serait l'effet du traitement, quel serait l'effet du temps? Et la solution, en fait, elle est connue, c'est ce qu'on appelle les analyses de covariance. Il s'agit simplement d'injecter dans nos modèles, comme prédicteur, le résultat au temps 1, d'injecter les valeurs de mon critère de jugement d'efficacité dans le modèle. C'est ce qu'on appelle une analyse de covariance, et on voit que sans et avec ce prédicteur, on modifie, on va affecter l'estimation de l'effet de l'intervention. Alors, à chaque fois, je vais essayer de vous, non seulement de soulever des problèmes, de réfléchir à des solutions, mais également de vous indiquer des pistes techniques vous permettant d'implémenter ces stratégies. Donc, en l'occurrence, la solution technique, c'est ni plus ni moins que de faire une analyse classique, à savoir une MANOVA, une analyse de variance multiple, et plus précisément de faire des MANCOVA, c'est-à-dire d'injecter dans nos analyses un covariant, en l'occurrence ici, la valeur au temps 1. Donc on a vu un premier problème, qui est que la randomisation ne règle pas tout, mais que la modélisation nous permettrait déjà de résoudre certains problèmes. Il y a un deuxième problème qui va se poser, technique, c'est le fait que le patient va être évalué avant l'intervention, il reçoit l'intervention et il va être évalué après. Ce que l'on constate, c'est que tous ces petits carrés ont des flèches qui partent vers une seule et même chose, le patient. Autrement dit, toutes ces observations sont liées les unes aux autres. On va dire qu'elles sont corrélées. Avec les techniques de modélisation classiques, habituelles, ça va poser des problèmes, puisqu'en fait, ces observations ne sont pas indépendantes. On parle donc de non-indépendance des résidus, ce qui vient affecter la qualité de nos analyses. Et surtout, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'évolution du patient au cours du temps, le fait que cliniquement le patient ne soit plus le même ici que là et là, est-ce que ça ne pourrait pas s'expliquer par des caractéristiques liées au patient? La variabilité, la complexité qu'il y a entre les patients. Donc notre objectif ici, ça va être de répondre à cette question. Dans quelle mesure l'effet du temps sur l'état clinique du patient peut fluctuer, et l'estimer peut fluctuer en fonction des individus. On parle alors d'un effet sujet. Alors, ce schéma, je vais le prendre étape par étape. Autrement dit, qu'est-ce que l'on voudrait faire? Ici, c'est le critère de jugement d'efficacité, par exemple la perception de la douleur du patient. Classiquement, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va voir est-ce que ce critère de jugement évolue au cours du temps. On veut voir si le traitement par rapport à la condition contrôle a un effet sur ce critère de jugement. On veut voir si l'évolution au cours du temps du patient, c'est-à-dire son état clinique au temps 1 versus temps 4, est-ce qu'il est le même, cette évolution est la même, selon que le patient a reçu le traitement ou pas? Et c'est cette petite case-là. Et ce que je suis en train de vous indiquer, c'est qu'il manque une chose, ça ne fait que ça. Et ce qu'il manque, c'est est-ce que l'évolution au cours du temps du patient peut fluctuer en fonction des caractéristiques des patients. On parle alors d'un effet sujet. Alors là, je vous ai schématisé un modèle. En gros, classiquement, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. L'effet du traitement, l'effet du temps et l'interaction des deux. Et ce qu'on fait beaucoup moins, c'est la partie qui est là. En l'occurrence, ce qu'on appelle des effets aléatoires. Dit autrement, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'effet du temps est homogène, le même pour tous les patients, ou est-ce que l'effet du temps varie en fonction des patients? Et s'il varie, quelle est l'ampleur de cette variance? Et si cette variance existe, est-ce qu'elle est significative? Donc en termes techniques, on parle de modèles, parce que vous les connaissez, ce qu'on appelle des modèles mixtes. Mixtes pourquoi? Parce qu'il y a du bleu et du rouge. Dit autrement, il y a des effets fixes et des effets aléatoires. Et quand je vous parle d'estimer si l'effet du temps n'est pas le même en fonction des patients, ça revient à estimer ça. Est-ce que la pente, l'évolution au cours du temps, est le même pour tout le monde? Et on parle d'une pente aléatoire. En termes techniques, comment implémenter ces analyses? Alors, les solutions techniques sont connues depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle des modèles mixtes, des modèles MFF mixtes. Alors, je vous ai donné ici les différentes terminologies qu'on peut employer. Et en fait, au-delà de l'effet du patient,
Ces outils pourraient répondre à d'autres questions qu'on ne se pose pas forcément. Par exemple, vous faites un essai clinique avec de nombreux patients, il y a de fortes chances qu'un centre de recrutement ne suffise pas. On va donc recruter les patients dans différents centres. Mais est-ce que le lieu de recrutement n'aurait pas aussi un effet sur le traitement? Est-ce que l'évolution au cours du temps des patients n'est pas aussi fonction du lieu de recrutement? Et ce type de questions peuvent être également abordées avec ce type d'analyse, et ce qu'on appelle des analyses hiérarchiques, que je vous ai indiquées ici. Alors pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ceux qui veulent implémenter ces analyses, sachez que ces questions sont très très largement abordées dans la littérature. Je vous ai mis quelques références bibliographiques ici. Après, pour implémenter ces analyses, l'une des solutions techniques les plus pratiques, pas forcément les plus simples, les plus pratiques, c'est par exemple d'utiliser le logiciel R, qui est en fait un logiciel libre, pour le télécharger. Et en l'occurrence, avec le logiciel R, il y a ce qu'on appelle un package. En gros, c'est un module qu'on rajoute au logiciel, qui s'appelle LM4, et qui permet de faire toutes ces analyses. J'espère que je suis clair, malgré les aspects techniques de mon propos. Donc on a vu un premier point, et ce premier point sur les effets aléatoires est valable pour les psychothérapies, pour les autres types d'interventions, chez le sujet âgé ou chez le sujet adulte. Maintenant, le deuxième point sur lequel je voudrais travailler, c'est quand on étudie l'effet des interventions sur des critères de jugement tels que les symptomatologies, est-on bien sûr qu'on évalue le bon critère de jugement? Est-on bien sûr que c'est ça qui nous intéresse? En l'occurrence, classiquement, ce que l'on fait, ce qu'on analyse, ce sont les flèches que j'ai grossies ici. On veut voir l'effet du traitement sur la symptomatologie, en l'occurrence les comportements d'évitement et les symptômes anxieux tels que je vous l'ai présenté au départ. En d'autres mots, on se pose la question, est-ce que le traitement est efficace? Ouais, mais peut-être que ce n'est pas ça la bonne question. Peut-être que la bonne question est de savoir, est-ce que le traitement a impacté le mécanisme qui va sous-tendre le phénomène clinique que je veux traiter? En l'occurrence, est-ce que le traitement m'aide à aller mieux parce que le mécanisme a agi? En l'occurrence, est-ce que finalement ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si mon intervention va modifier le mécanisme psychologique, et cette modification du mécanisme va en retour avoir un impact sur la symptomatologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Reprenons l'exemple que je vous ai présenté au départ. Le point de départ, c'est quoi? J'ai une patiente qui, au niveau cognitif, au niveau psychologique, manifeste des anticipations anxieuses. Cliniquement, j'observe des symptômes associés. Mon objectif, mettre en place une thérapie, telle que la thérapie cognitivo-comportementale. Et ce que je suis en train de vous indiquer, c'est que finalement, montrer l'efficacité du traitement ici, ce serait de voir dans quelle mesure le traitement X va modifier, affecter mes cognitions, en l'occurrence, réduire les anticipations anxieuses, et j'ai appelé ceci M, et en conséquence, réduire les symptômes que j'ai appelés Y. Alors, de manière très technique, pour ceux qui connaissent un petit peu les stats, il y a la partie statistique sur le diaporama. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai mis des graphes, enfin des schémas. Donc vous regardez, ce que je dis à mes étudiants, c'est que ce qui vous fait peur, vous ne regardez pas. Vous regardez que ce que vous voulez. En l'occurrence, là c'est la partie plus modélisation, là c'est la partie plus graphique. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que, globalement, lorsqu'on étudie l'efficacité d'un traitement, généralement ce qu'on fait c'est ça. C'est le C. Bien, moi la question que je me pose ici, c'est dans quelle mesure le traitement va avoir un impact sur ce facteur-là, lequel sera modifié et aura un impact sur celui-ci. Donc finalement, est-ce que étudier l'efficacité d'un traitement, ce ne serait pas d'étudier l'effet du produit de ça et de ça? Alors cette question, elle n'est pas nouvelle. Depuis de nombreuses années, il y a des auteurs qui se sont penchés sur le sujet. Il y a notamment un article de Murphy et collaborateurs, dont je vous montrerai la référence à la fin de ma présentation, qui a fait un petit peu un état des lieux sur le sujet, sur un petit peu comment on peut procéder, et surtout qui donne un petit peu un guideline de la procédure. Alors comment s'y prendre? La première chose, c'est qu'il faut déterminer de manière a priori les variables qu'on veut positionner comme médiateurs. Et je vais illustrer cette démarche sur l'exemple d'une psychothérapie, enfin de la psychothérapie, une forme de psychothérapie appliquée au sujet âgé. L'autre contrainte, c'est de réaliser un essai avec deux bras, en l'occurrence au groupe contrôle versus traitement, et il faut évaluer simultanément le médiateur, c'est-à-dire la variable, en l'occurrence ici les cognitions, évaluer simultanément les cognitions et les symptômes.
Et je vais m'appuyer sur une recherche qui est en cours, autrement dit, les résultats, je ne vais pas vous les donner car je ne les ai pas encore. Enfin, ils sont en cours de recrutement, les données. Mais un exemple d'un travail qui est en cours dans notre laboratoire, travail de thèse d'Emmanuel Decker, qui porte sur l'efficacité, l'effet des interventions basées sur la pleine conscience sur la douleur chronique du sujet âgé. Et plus précisément, l'une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que certaines variables médiatrices pourraient expliquer l'impact de ces interventions sur la douleur chronique du sujet âgé. Et je vais un petit peu vous expliquer la démarche qu'on a mis en place. Alors déjà, pourquoi s'intéresser au sujet âgé ici ? Au-delà de l'importance clinique, au-delà de l'enjeu clinique du phénomène, de l'incidence clinique que peut avoir la douleur chronique chez le sujet âgé, s'intéresser au sujet âgé a aussi un autre intérêt qui est justement de mettre en exergue la stratégie de sélection de ces variables médiatrices. En l'occurrence, l'hypothèse sur laquelle on est parti, c'est que l'une des variables qu'il faudrait prendre en compte pour estimer l'efficacité du traitement, ce sont notamment les variables cognitives, et en l'occurrence ici, plus précisément, les fonctions exécutives. Et nous, on a ciblé la flexibilité mentale. Bon, la flexibilité mentale, ça renvoie à un petit mécanisme psychologique, un petit processus qui permet à l'individu de traiter un type d'information puis un autre. Par exemple, vous pouvez alterner les chiffres et les lettres. Ça s'appelle la flexibilité. Pourquoi s'intéresser à cette variable ? Parce qu'en fait, on sait que cette variable est très sensible à l'âge. L'âge est associé à une réduction de la flexibilité. Cette variable est extrêmement importante parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. On l'utilise tous les jours. Pour résoudre des problèmes, pour gérer des situations quotidiennes, on l'utilise tous les jours. Autrement dit, aujourd'hui, on sait dans la littérature que la flexibilité est une variable qui médiatise l'effet de l'âge sur les activités quotidiennes. La question qu'on sait leur poser, c'est est-ce que cette variable constitue un candidat intéressant pour évaluer l'efficacité des IVPC, interventions basées sur la pleine conscience, sur la douleur chronique du sujet âgé. Donc pour ça, on a continué, et puis on s'est posé la question, est-ce que des gens se sont déjà posé la question ? Et on a vu qu'ils se sont déjà posé la question chez des sujets adultes, mais jamais chez le sujet âgé. Là, c'est l'exemple d'un travail de Iron et collaborateurs qui se sont posé la question chez les sujets jeunes adultes. Et en l'occurrence, ils ont également ciblé la flexibilité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont indiqué que les interventions basées sur la pleine conscience ont un objectif, et l'un des objectifs, c'est de permettre aux patients de ne plus fonctionner sur ces automatismes. En l'occurrence, un sujet douloureux, a fortiori âgé, douloureux, chronique, il va fonctionner à travers ce prisme qui va être la douleur. Et l'objectif de cette intervention, c'est notamment d'amener la personne à se dégager de cette façon de fonctionner. Donc la flexibilité constitue ici l'une des cibles. Et l'autre objectif, c'est de réduire les biais cognitifs associés à de nombreuses pathologies. Par exemple, l'un des problèmes qu'on va rencontrer, c'est les problèmes de régulation émotionnelle. Les patients âgés de douleur chronique vont mal réguler leurs émotions. Ce que ces auteurs ont montré, c'est qu'au-delà de l'effet de l'intervention sur la cible, le critère de jugement et la régulation émotionnelle, ils ont démontré que la flexibilité chez le jeune adulte constituait une variable qui expliquait, l'effet est significatif, qui explique l'effet de l'intervention sur la régulation émotionnelle. Et la question qu'on s'est posée, et sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est est-ce que ces résultats sont réplicables chez le sujet âgé ? Autrement dit, est-ce que la flexibilité pourrait expliquer l'efficacité des IVPC sur la douleur chronique du sujet âgé ? Et pour terminer, voici quelques références bibliographiques. Pour ceux qui s'intéressent à cette question de la médiation, il y a les effets indirects, il y a cette référence bibliographique de base. Et pour ceux qui veulent voir l'implémentation de ces analyses dans les interventions non médicamenteuses, il y a cette référence bibliographique. Au niveau technique, et j'aurais terminé là, vous pouvez faire ces analyses en utilisant un logiciel très connu SPSS, payant, avec la macro process développée par ACE que vous trouvez ici. Et bien évidemment, avec le logiciel R, on dispose d'un package qui s'appelle Lavaan, qui permet de faire ce type d'analyse. Je pense que je n'ai plus de temps pour faire ma conclusion, donc je vais juste l'afficher et je vous remercie. J'ai encore un petit peu de temps ? Ok. J'étais un peu trop vite. Bon, en résumé, quel était mon objectif ? Qu'est-ce que ma communication souhaitait apporter ici ? Mon objectif était de vous montrer qu'en fait, c'est bien de se poser la question des plans de recherche. Phase 1, phase 2, phase 3. Mais c'est aussi bien de se poser la question de mais qu'est-ce que je fais des données que j'ai ? Ce que je voulais montrer ici, c'est qu'en fait, en réfléchissant aux techniques de modélisation qu'on peut employer, on utilise des outils qui nous donnent une très grande flexibilité.
C'est une chose de voir l'effet du traitement sur l'intensité de la douleur mesurée par une échelle, c'est une autre chose de voir l'effet du traitement sur la probabilité d'avoir ou non la maladie. Ces techniques nous permettent également d'ajuster, de prendre en compte la complexité que ma collègue avait soulignée. Dans quelle mesure l'effet du temps est différent en fonction des patients que je vais avoir. On peut prendre en compte des variables confondues. Au point de départ, malgré la randomisation, tous les patients dans mes deux groupes ne sont pas équivalents. Comment je vais contrôler cette variable? Et enfin, ces techniques nous permettent d'aller au-delà d'une simple question de l'efficacité des traitements. Et elles peuvent également nous aider à interroger quels sont les mécanismes impliqués dans les psychothérapies que nous réalisons. Et je vous remercie de votre attention.